Ok, donc bonsoir à tous pour cette dernière séance sur la réionisation. On va parler de perspective. Donc le plan de l'exposé, on va essayer de savoir ce qui se passe dans cette région de l'univers. Alors comme vous le savez, ici on a le Big Bang, ici 380 000 ans après le Big Bang, on a cette recombinaison où on connaît beaucoup de choses puisqu'il y a les expériences comme Kobe, WMAP et Planck surtout en dernier lieu qui ont donné beaucoup de renseignements sur cette période. Et puis ensuite, c'est le trou noir, l'âge sombre, on ne sait rien du tout sur cette période. Ça peut durer jusqu'à 400 millions d'années. Et il y a ici une aube cosmique. Ensuite, vers la fin de l'âge sombre, c'est-à-dire les premières étoiles qui se forment dans les premières galaxies, qui vont réveiller un peu tout ça. Mais pour l'instant, dans cet âge sombre, l'univers est rempli d'atomes, d'hydrogène atomique, qu'on appelle H1, la première espèce d'hydrogène, et qu'on va essayer de détecter avec sa raie principale à 21 cm. Donc pendant l'époque de réionisation, sans doute, cet atome d'hydrogène va être chauffé, il va être ionisé dans des bulles, et jusqu'à ce que tout l'espace entre les galaxies soit ionisé, et on appellera ça la fin de la réionisation. Donc toute cette période-là, pour l'instant, on n'en sait rien, mais on pense que dans la prochaine décennie, on va apprendre beaucoup de choses. Alors on va apprendre beaucoup de choses de deux moyens. Premièrement, en détectant les galaxies. Alors on en détecte déjà quelques-unes, jusqu'à z égale 8, peut-être 10 avec le Hubble Space Telescope, mais on détecte que les plus massives, les plus grandes, et on a vu dans les séances précédentes qu'elles n'étaient pas suffisantes, elles n'étaient pas assez nombreuses pour rayoniser l'univers et qu'on comptait sur toutes les petites galaxies que l'on ne détecte pas, mais qui sont très très nombreuses et qui sans doute sont à l'origine de la réionisation de l'univers. Donc c'est ça qu'on va essayer de détecter avec le James Webb Space Telescope qui, on l'espère maintenant, va être lancé en mars 2021. Il a été retardé plusieurs fois. Et puis là, ça va aller jusqu'à 28 microns. On va sans doute avoir un télescope, alors un projet, SPICA, entre les Japonais et l'Europe, pour avoir un télescope dans les ondes de 30 microns à 230 microns, quelque chose qui était occupé par Herschel jusque-là, mais il n'y a absolument rien aujourd'hui, et puis qui fait le lien avec ALMA. Alors avec ALMA, on l'a déjà vu aussi dans les séances précédentes, on peut détecter le gaz qui forme les étoiles dans cette période-là. On peut détecter aussi le continuum de la poussière qui émet la lumière qu'elle a reçue de toutes les étoiles qui sont formées, qui sont enfermées dans leur cocon de poussière et qui chauffent la poussière, et la poussière émet leurs étoiles. Donc là, on a aussi avec ALMA. Donc tout ça, c'est pour mieux connaître ce qui se passe au point de vue de galaxies. Mais ensuite, on voudrait aussi savoir ce qui se passe à l'intérieur, entre les galaxies, l'espace intergalactique, qui au départ, il est neutre et ensuite va être ionisé. Et on va parler donc de toutes ces futures... Alors actuellement, on a des précurseurs de SKA. Le super instrument, ce sera le Square Kilometer Array, qui va commencer à être construit en 2021-22 et peut-être opérationnel en 2028, enfin on l'espère, il va peut-être être retardé, mais on a des précurseurs, LOFAR, Nénuphar, qui sont déjà là et qui font déjà des observations. Donc on va parler de tout ça, et ce qui est excitant, c'est quand même que tout ça va se passer dans la décennie qui vient, avant 2030, on l'espère. Donc on va connaître toute cette histoire-là qui n'est pas connue. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des simulations numériques pour essayer de prédire ce qu'on va pouvoir détecter avec tous ces instruments. Donc par exemple, Hirano et al., qui est une simulation cosmologique qui prend en compte la matière noire, le gaz, la formation d'étoiles. Vous voyez ici des filaments, et lorsqu'on a des zooms, on peut voir qu'il se forment des étoiles très massives. Et c'est une des questions que l'on voudrait résoudre justement avec ces télescopes. Est-ce qu'il y a ces fameuses étoiles supermassives ? Ici, dans les simulations, ils sont en forme de 10 à 1000 masses solaires. Alors pourquoi elles sont si massives ? C'est que les premières étoiles n'ont pas de métaux. Les métaux, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène, qui se forment dans les premières étoiles. Ils n'ont pas encore enrichi le gaz, qui n'a que les éléments de la nucléosynthèse primordiale, donc hélium, deutérium, etc. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas ces métaux fait que le gaz a des difficultés à se refroidir. Donc il est très chaud et la pression compense la gravité, donc on peut avoir quelque chose qui est plus massif. Aujourd'hui, on a des difficultés à avoir des étoiles de 100 masses solaires. Ici, on aurait des 1000 masses solaires facilement. On appelle ces étoiles population 3. Donc là, on aimerait savoir, alors dans les simulations, il y en a, mais est-ce qu'il y en a ? On va voir.
Alors comment on peut détecter par exemple le gaz qu'il y a dans l'âge sombre? Ça c'est très difficile puisqu'on descend avec ce décalage vers le rouge de 200 à 30, on descend en longueur d'onde à des longueurs métriques et même décimétriques, kilométriques. Et sur Terre, on a l'ionosphère qui nous empêche de voir ces ondes, donc peut-être une mission spatiale. Pour l'instant, rien n'est prévu là-dessus. Pour l'aube cosmique, par contre, c'est possible déjà. On a des décalages vers le rouge de 30 à 15. Et ça, ce sont des fréquences pour l'atome d'hydrogène qui tombent entre 35 et 80 MHz, c'est-à-dire en dessous de la bande FM, tout à fait possible. Et Nénuphar, à Nancy, est un des grands télescopes qui va faire cela. En optique, évidemment, GWST, comme je l'ai indiqué. Et puis, plus tard, vers z égale 6, entre z égale 12 et 6, l'époque de réionisation, là où il y a toutes les bulles qui sont ionisées par les premières étoiles, ça sera visible par l'OFAR. C'est déjà en cours. Depuis 2011, l'OFAR observe dans les fréquences 120 à 150 MHz, donc au-dessus de la bande FM, et on va voir pourquoi on n'a toujours pas de résultat. Alors c'est difficile, on apprend à soustraire les avant-plans. Donc je rappelle un petit peu ce qu'on va essayer de voir, qu'est-ce qui est l'histoire de la réionisation par ce petit schéma. On a ici le temps, 10 millions d'années après le Big Bang, 100 millions jusqu'à 1 milliard d'années, c'est la période où tout va être rayonisé. Et puis vous avez en couleur la température d'antenne, c'est-à-dire le flux reçu en hydrogène atomique, c'est-à-dire la raie 21 cm décalée vers le rouge. Alors vous avez en bleu ce qui est négatif, ça veut dire de l'absorption, et 0 ici en noir, et puis positif en rouge. Qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, au début, on s'attend à trouver une absorption. Alors évidemment, là, on n'a pas encore d'instrument, mais pourquoi on a une absorption ici? C'est que lorsque l'univers est en expansion, le gaz, lui, se refroidit plus vite que les photons, le fond cosmologique, et donc on peut avoir une absorption devant le fond cosmologique. Et surtout que l'univers est assez dense encore à cette période-là pour que l'atome d'hydrogène soit vraiment excité. Les collisions excitent les populations et on a un atome qui est thermalisé. Donc on peut avoir la température d'excitation, c'est-à-dire le rapport entre les niveaux. Ils sont peuplés comme la température cinétique l'indique et donc on devrait avoir quelque chose de négatif, d'où le bleu ici. Et puis avec le temps, l'univers rentre en expansion, la densité intergalactique est trop faible et finalement les collisions ne sont plus assez suffisantes pour exciter les niveaux. Et bien que le gaz soit encore plus froid que le fond, eh bien, c'est le rayonnement qui domine, l'excitation, et donc la température d'excitation de l'atome est à la température du fond cosmologique. On ne voit rien, c'est le zéro, le noir ici. Et on passe ensuite dans la période où les premières étoiles se forment. On va avoir du rayonnement Lyman alpha, de rayonnement UV dû à ces premières étoiles. Et ce rayonnement UV va exciter les atomes d'hydrogène et ça va retomber ensuite dans le niveau fondamental à 21 cm. C'est ce qu'on appelle l'effet Wuythuizen-Field, donc on a déjà décrit ce phénomène. Et donc ce phénomène va nous permettre d'avoir à nouveau la température d'excitation égale à la température cinétique du gaz, d'où absorption, puisque le gaz est toujours plus froid que le fond. Alors c'est dans cette période-là qu'on va essayer de détecter à Nancy, par exemple, avec Nénuphar, et que certaines expériences un petit peu rapides, comme EDGE, ont prédit un signal ici, mais il n'est pas tout à fait confirmé. Et puis, enfin, lorsqu'on aura beaucoup de bulles, beaucoup d'ionisation, etc., et beaucoup de rayons X qui chauffent le gaz, on aura un gaz qui sera plus chaud que le fond, et toujours excité par le Lyman alpha, on aura possibilité d'avoir émission, donc en rouge, et puis finalement, lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène, c'est zéro. Donc voici un peu ce à quoi on s'attend, est-ce que les simulations ont montré. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation observationnelle. Alors je vous ai dit que le gaz pouvait être chauffé par les rayons X sans être ionisé. Alors pourquoi? Eh bien, on voit que la section efficace pour ioniser l'atome est fonction de l'énergie H nu du rayonnement à la puissance moins 3. C'est-à-dire que si on est vraiment à 13,6, c'est-à-dire un photon Lyman continuum qui va ioniser l'atome, alors là, on va l'ioniser facilement. Donc le rayonnement UV ionise. Par contre, si c'est un X qui a une énergie beaucoup plus grande, eh bien, il va traverser sans vraiment ioniser. Il n'est pas résonnant, si vous voulez.
Et donc, on va avoir un gaz. Alors ici, c'est par exemple, vous avez un mini-quasar. Qu'est-ce que c'est un mini-quasar? Ce sont des binaires, des étoiles binaires, où une enveloppe de compagnon crée un disque d'accrétion sur une étoile un peu compacte, comme une naine blanche ou une étoile à neutrons. Et donc, on a un petit mini-quasar qui émet beaucoup de rayons X. Le disque d'accrétion est très chaud et émet des rayons X. Et à ce moment-là, autour de ce mini-quasar, vous avez d'abord une bulle ionisée, où vous n'avez pas d'atome d'hydrogène, et puis quelque chose qui contient quand même de l'hydrogène, mais qui est chauffé. Donc voilà ce qu'on prévoit en fonction du rayon. Donc ici, la température d'antenne, le flux observé à 21 cm décalé vers le rouge. Vous aurez 0 parce qu'il n'y a aucun atome ici. Et puis peut-être, si c'est chauffé, vous aurez quelque chose de positif, ou alors, si ce n'est pas chauffé, une absorption devant le fond. Donc là, c'est les prédictions qui sont faites et on espère de détecter ce genre de choses. Alors pour les galaxies, en optique, quel télescope on va utiliser? Alors on fait un petit schéma de toutes les longueurs d'onde possibles, observées depuis le sol. Vous voyez que de 1 à 10 microns, c'est le proche infrarouge. L'optique est ici. Ici, vous avez l'infrarouge lointain 100 microns, 1000 microns, c'est 1 millimètre, et puis 1 centimètre. Et les courbes de couleur sont les distributions en énergie spectrale d'une galaxie typique qui forme des étoiles. Bon, mettons GN20, c'est une galaxie typique. Et on la trace pour plusieurs décalages vers le rouge. Par exemple, Z égale 3 en rouge, puis 4, 5, 6. 6, on rentre dans la période de réionisation. Alors, on voit que dans cette période-là, dans cette longueur d'onde-là, on va avoir peut-être au sol le Extremely Large Telescope qui est en train d'être construit au Chili, le télescope de 40 mètres européen, enfin 39 mètres européens. Et puis le JWST, c'est ici qu'il va opérer. Et c'est pourquoi on va détecter en infrarouge beaucoup de ces galaxies qui vont ensuite être encore plus décalées vers le rouge, avec la caméra de proche infrarouge qui va jusqu'à je pense 10 microns, presque 10 microns, peut-être 8 microns, et ensuite l'infrarouge moyen, un mid-infrared, ici, qui va jusqu'à 28 microns. Pourquoi 28 microns? Parce qu'il s'agit de la première raie de l'hydrogène moléculaire et qu'il y a un grand intérêt à essayer de détecter cet hydrogène moléculaire. Donc vous voyez, on va occuper tout cet espace avec le James Webb, et puis on voit bien qu'il y a un trou entre 28 microns et puis 300 microns. ALMA peut prendre le relais à partir de 300 microns, ou 0,3 mm. Ici, vous avez l'instrument SPICA, qui est un télescope dans l'espace de 2,5 mètres, et on en parlera pour savoir comment on peut détecter des galaxies à Z égale 6. Donc, voici tous les éléments qui vont permettre... Ploup, ploup. Donc, avec le James Webb Telescope, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de détecter ces premières galaxies. On va faire un champ ultra profond, comme le Hubble l'avait fait, cette fois-ci en proche infrarouge, 2 microns, 3 microns, avec une sensibilité inégalée, puisqu'il s'agit d'un télescope de 6,50 mètres, alors que le Hubble était 2,50 mètres environ. Et puis, on va regarder donc toutes ces petites galaxies qui, enfin, on va détecter ce qu'on n'a pas pu détecter avec le Hubble, qui va sans doute être la réionisation de l'univers. On va peut-être détecter les étoiles de population 3, et puis on aura aussi des quasars à grand redshift, et on pourra détecter toutes ces raies Lyman alpha, faux raies Lyman alpha si on est vraiment à la fin de la réionisation, à moitié avec des prairies et des forêts ici, et puis un désert complet si on est en plein âge sombre ou début de l'époque de réionisation. Donc voici tout ce que va faire ce James Webb. Je répète ici le caractéristique, une antenne, enfin un télescope de 6,50 mètres qui va de 0,6 à 28 microns et qui sera au point de Lagrange. Alors il sera impossible de le réparer, donc on pense qu'il va durer 5 ans au minimum, entre 5 et 10 ans. Il sera refroidi, mais de façon mécanique, donc ce qui va limiter la durée de vie, c'est surtout les moteurs et l'usure des pièces. On pense qu'au bout de 5-10 ans, on aura peut-être détecté tout ce qu'on voulait dans les champs profonds. Donc ce qu'on fait pour essayer de savoir combien de galaxies on va détecter, c'est des modèles semi-analytiques. Semi-analytique, ça veut dire qu'on part de modèles avec de la matière noire, où on sait qu'à partir de petits halos, on va fusionner et former des gros halos. Donc on a toute une série, des millions d'arbres de fusion,
avec un certain nombre de galaxies et on essaie de peupler ces halos avec des galaxies, des formations d'étoiles, etc. Et vous voyez ici, on a une fonction de luminosité prédite en fonction du redshift ici. Donc en bleu, c'est de 4, 5 à 10. Et puis ensuite, de jaune à orange, c'est toutes les redshifts jusqu'à 15. Évidemment, il y en a de moins en moins, de plus en plus petites. Et puis ici, on sait que les grosses galaxies qui sont ici sont moins nombreuses, mais aussi ont plus de métaux, donc de poussière. Donc il est possible que ce soit un petit peu caché par la poussière. Donc ici, en pointillé sans poussière et en ligne pleine avec poussière. Donc on pense, avec ce genre de calcul, que les galaxies qui produisent les ionisations seront détectées avec une grande probabilité, 40-80% de celles qui seront détectées avec les WST seront responsables de la réionisation. Donc enfin, on va les voir, ces galaxies responsables. Alors toujours dans cette même étude semi-analytique, on peut essayer de voir, alors il y a beaucoup de paramètres incertains, et c'est ça qu'on va, en observant, préciser et mieux connaître. On a non seulement le nombre d'étoiles qui se forment, donc le nombre d'ions, de rayonnement ionisant, par unité de seconde et par unité de volume. Mais il ne suffit pas de connaître le nombre de photons ionisants, il faut aussi connaître la fraction d'échappement, dont on a aussi parlé dans les séances précédentes, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort de la galaxie et va pouvoir réioniser l'espace intergalactique. Alors, dans le modèle standard en bleu, la fraction d'échappement est constante, supposée pour simplifier. Et puis, en jaune, ici, vous faites varier un petit peu ce paramètre entre 5% et 80%. Vous voyez un petit peu la marge de manœuvre que l'on a, puisqu'on ne connaît pas un peu cette fraction d'échappement. Et puis, on essaie de comparer ce qui est prédit en fonction du redshift, ici, avec ce qu'on connaît déjà, par exemple, avec la forêt Lyman alpha, on a des données qui sont en rose, et puis aussi des points en noir. Apparemment, le modèle a un petit peu surestimé ce qui était possible. Sans doute, il va falloir faire baisser la fonction d'échappement ou un autre paramètre qui est ici, donc le fond ultraviolet, de rayonnement ultraviolet par exemple. Il y a aussi une prédiction du nombre de fractions de neutres, ou le 1 moins la fraction d'ionisé, si vous voulez. Et ici, c'est pareil, vous avez le modèle standard avec 20% d'échappement. On voit que les forêts Lyman alpha déjà nous donnent des points de mesure qui semblent un petit peu d'un seul côté de la prédiction. Donc, certainement, il va falloir prendre une fonction d'échappement plus près de 5%, puisque 20% donne une rayonisation qui n'est pas assez tardive. Donc, déjà, vous voyez un petit peu les paramètres qu'on peut faire varier. Par exemple, dans les formations d'étoiles, il peut y avoir des phénomènes de feedback qui sont plus ou moins variés. Ici, c'est le bleu qui varie, etc. Donc, voici un petit peu l'état de l'art de la simulation. Alors, il y a aussi non seulement l'émission que l'on va voir avec les WST, mais aussi les absorptions. Ici, on a déjà des observations, par exemple celui-ci, à 6,13, qui est à la fin de la période de réionisation. On va sans doute trouver des quasars un peu plus loin. On a vu que le nombre de quasars diminuait pas mal après z égale 7. Peut-être on aura aussi des gamma ray bursts qui vont un peu plus loin. Et on pourra avoir ce genre de structure, c'est-à-dire lorsque on a un milieu complètement neutre, un désert complet dans cette forêt, et puis quelques transmissions ici, lorsque on traverse une zone qui a été rayonisée et donc qui n'est plus absorbante. Donc tout ça, il n'y a pas que la quantité de densité qui varie, il y a aussi la fraction évidemment d'ionisation et la température. La température dépend aussi de l'époque où la région a été rayonisée. Si elle vient juste d'être rayonisée, elle est très chaude, sinon elle est plus froide. Donc tout ça, on va le connaître. Et par exemple, des calculs ont été faits par Gaekwad et al., qui essaient de savoir si un modèle froid, un modèle chaud convient mieux aux observations. Ici, voici une observation avec des transmissions dans la forêt Lyman alpha, alors qu'ici, il y a une absorption complète. 1 serait le niveau du quasar continuum. Et puis une simulation avec un milieu plutôt chaud. Et puis une relation entre température et densité qui, en général, est prise en loi de puissance. Vous voyez qu'en effet, ça correspond bien à ces deux simulations-là.
toute la densité est dans le rouge ici, donc on a bien une loi de puissance à peu près. Lorsque on fait quelque chose de plus sophistiqué comme un transfert de rayonnement, ici c'est un Atone, c'est un code de transfert de rayonnement, ou bien une rayonisation complètement irrégulière, on voit que ce n'est pas aussi simple. Donc sans doute il va falloir aller un petit peu plus dans le détail et voir que la loi de puissance elle est beaucoup plus complexe que ça, il y en a plusieurs, et le milieu se répartit entre plusieurs composantes. Et finalement, lorsqu'on compare les premiers résultats que l'on a, ce qui est encore très préliminaire, qui sont les observations en noir, avec des modèles froids, intermédiaires et chauds, on voit que le modèle chaud, qui est le bleu, correspond beaucoup mieux. Donc finalement, le meilleur modèle, c'est une température du milieu qui est ionisée et qui refait les forêts Lyman alpha, 11 000, et avec une loi de puissance ici gamma. Donc on commence déjà un tout petit peu à avoir quelques intuitions de ce qui va se produire, mais vous voyez que c'est quand même très très préliminaire. Et voici un petit peu une compilation des modèles, qui sont les 3 courbes en couleur ici, chaud, froid ou intermédiaire, et puis les données qui sont ici, surtout à bas redshift évidemment, et puis en haut redshift, on s'attend à voir des données ici. Donc sur la température du milieu et sur la relation température-densité. Alors ensuite, pour savoir quelles sont les étoiles responsables de la réalisation, un certain nombre de simulations ont été faites, par exemple celle de Dayal et al., qui montrent qu'on n'a pas suffisamment d'étoiles. Par exemple, dans la courbe de Maddow qui nous montre l'histoire de formation d'étoiles, qui est représentée ici par les données. Normalement, on ne sait pas exactement ce qui se passe à grand redshift. On l'a observé que jusqu'à z égale 7, 8 ici. Et vous voyez, toute la période de 7 à 15, elle est complètement nouvelle, c'est terra incognita. Donc ici, vous avez des modèles semi-analytiques aussi, avec ce que je disais, des arbres de fusion avec la masse noire et ensuite des formations d'étoiles à l'intérieur. Et on s'intéresse aux formations d'étoiles dans les petites galaxies, puisque les grosses galaxies mettront sans doute du temps à se former, et à ces redshifts-là, vous n'aurez que des petites galaxies inférieures à 10 puissance 9 masse stellaire, ici, et toute la réalisation va être due à cette formation d'étoiles-là. Et vous voyez que ce qui est dû au noyau actif, c'est-à-dire au trou noir supermassif qui accrètent de la matière dans leur disaccrétion et qui peuvent aussi rayoniser, eh bien, c'est une contribution assez négligeable, finalement. Pourquoi ? Parce que au tout début, on n'a pas assez de gros noyaux actifs d'AGN. Le trou noir supermassif au centre de chaque galaxie va prendre du temps à se former. Sans doute, ça va dépendre de la quantité de trous noirs qu'on peut faire dans une étoile, par exemple population 3. Ah, là, on va mettre un très grand temps. Voilà. OK. Et puis, donc, on est dominé quand même par ces étoiles. Alors, évidemment, incertitude sur la fraction d'échappement, évidemment, que ce soit pour les AGN ou pour les étoiles. Ici, on a un peu calé sur les observations. Et ces modèles-là ont quand même l'avantage de correspondre aux contraintes que l'on connaît dans la période de réalisation. On sait qu'il y a l'épaisseur optique des électrons sur le fond cosmologique. On a aussi détecté des émetteurs Lyman alpha, on a aussi des forêts Lyman alpha, tout ça on le connaît. Et ces modèles-là sont calés sur ces observations. Donc il y a quand même des paramètres libres, mais quand même on a quelques contraintes. Donc on voit que dans ce genre de modèle, les photons, alors on a plusieurs quantités en fonction de la masse de l'objet qui émet. On a la formation d'étoiles, ce sont les droites pleines, et les AGN, c'est quelque chose qui est un petit peu en pointillé. Vous voyez que en nombre de photons ionisants, la formation d'étoiles domine complètement, quelle que soit la masse de l'objet. Par contre, si on prend en compte la fraction d'échappement de ces photons, les AGN commencent à dominer pour des masses intermédiaires. On voit que le rouge, là, commence à être au-dessus. Donc, pour certaines masses, on va avoir quand même un AGN qui aura une contribution non négligeable, mais en règle générale, c'est quand même les étoiles qui vont dominer. Alors ici, à nouveau, on voit que le James Webb va pouvoir essayer de trouver cela. Alors ce que vous avez ici, c'est le noir à redshift 9, rouge 6.
Les étoiles dominent ici. Alors, les pointillés, c'est le nombre de photons ionisants que forment les étoiles directement. Mais si on prend en compte la fraction d'échappement, il n'y a que les courbes pleines qui passent et qui permettent d'ioniser. De même pour les AGN, c'est pareil. Ici, à 9, à z égale 9, z égale 6. Et on voit bien qu'il n'y a qu'aux fortes masses que les AGN peuvent dominer. Mais ces fortes masses, il y en a très, très, très peu. C'est pourquoi on peut calculer que les AGN, jusqu'à z égale 6, ne contribuent à la réionisation que pour 1%. Et puis peut-être commence à z égale 4, on commence à former des trous noirs assez massifs et on commence à avoir 10 ou 20% de la réionisation due aux AGN. Alors ces fameuses étoiles de population 3, est-ce qu'on pourra les voir? Ça c'est la grande question. On s'imagine que très tôt, elles vont être remplacées par des étoiles plus normales, qu'on a des populations 2, parce que l'enrichissement en métaux est très rapide. Donc à z égale 30, vous n'avez que des populations 3. Ensuite, vous en avez encore, mais on est dominé par en nombre par ces étoiles qui sont beaucoup moins massives et qui sont enrichies. Le gaz est enrichi en métaux et ça ne permet plus de faire des étoiles de 10 000 masses solaires. Donc ici, ce sont des calculs avec transfert radiatif, donc assez précis tout de même, qui prennent en compte les bandes Lyman-Werner de la molécule H2. H2, lorsqu'il n'y a pas de métaux, est le principal refroidissant de ces étoiles, donc c'est très important de le prendre en compte. Et puis la dispersion de métaux dans le milieu intergalactique pour savoir combien de gaz va être contaminé par ces métaux. Et en fait, c'est assez efficace. Pourquoi? Parce que l'univers au début de l'expansion est très ramassé et les métaux vont très loin dans le milieu intergalactique. Donc, ils ont le temps de se disperser. Mais peut-être que ces populations 3, on va le voir avec les supernovae. Alors, ces supernovae, les étoiles POP3, explosent très vite, elles sont très massives, donc elles ont une durée de vie assez courte, mais elles ont une température très forte, évidemment, et des rayonnements qui peuvent aller jusqu'à des rayonnements gamma, qui peuvent, rayons X ou gamma, qui peuvent créer des paires. Un gamma a, par exemple, plus qu'un MeV ici, et peut créer un électron, un positron, très rapidement, et inversement. Mais si vous créez une paire, vous voyez bien que, normalement, l'équilibre de l'étoile, elle est due à la pression, c'est-à-dire à tous les photons, le rayonnement, et la gravité. Si vous transformez les photons en particules, il n'y aura plus de pression, et l'étoile va être instable. Et c'est ce qu'on appelle instabilité de formation de paires. Dès qu'on forme un grand nombre de paires comme ça, on n'a plus de pression et l'étoile s'effondre. Elle peut aussi osciller 2 ou 3 fois, mais elle s'effondre et l'enveloppe explose en supernovae. Donc c'est ce qu'on appelle PISN, paire instabilité supernovae. Alors on pense qu'elle va être visible par le James Webb Telescope à la fin de vie. Donc est-ce qu'on a quelques idées de ces instabilités de paires? Oui, il y en a quelques-unes, même dans l'univers proche. Par exemple ici, Galliam en 2012 a montré qu'on en a au moins 3 qui sont ultramassives et qui éjectent une très très grande quantité de nickel 56. Alors vous savez que dans la courbe de lumière d'une supernovae ordinaire, supernovae de type 2, ce qui fait justement la courbe de lumière, c'est la radioactivité du nickel. Il éjecte dans son enveloppe une très grande quantité. Et ici, on a des masses énormes. La supernovae qui a éclaté en 2007, par exemple, a ce genre de masse. Et donc, certains ont fait le calcul de savoir si le James Webb pourrait détecter combien de ces explosions de supernovae. Alors, ces explosions, elles peuvent être très, très, très lumineuses et on pourrait en détecter individuellement. On pourrait aussi s'aider de l'amplification due à des lentilles gravitationnelles. Par exemple, on connaît qu'une supernovae a été vue avec 4 images. C'est la fameuse supernovae de Resdal, qui est derrière un amas. Et on voit 4 images de la même supernova qui a été énormément amplifiée par l'amas. Donc le but, ce serait de regarder des champs dans les amas, un peu comme les champs frontières dont on a déjà discuté. Et avec l'amplification en plus, on pourrait détecter 15 ou 20 de ces supernovae, qui serait une preuve que les étoiles de population 3 existent au début de l'univers. Donc ça, ce serait possible dans la durée de vie du James Webb Telescope. Alors voilà comment on les reconnaît, ces supernovae. Elles ont une durée de vie beaucoup plus grande, enfin la courbe de lumière est plus grande. Les supernovae typiques, que ce soit type 1A, qui sont des binaires avec une étoile à naine blanche et une compagnon, ou bien le type 2, qui est la mort d'une étoile, comme le crabe,
elles ont une durée de vie que de 2 ou 3 mois. Par contre, celles-ci ont des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Donc ici, par exemple, dans cette courbe de lumière, on voit plusieurs de ces supernovas-là qui, en effet, ont des courbes qui peuvent aller jusqu'à 1 mois, enfin 1 an, je veux dire, de durée de vie de cette courbe de lumière. C'est 100 fois la puissance d'une supernovae de mort d'une étoile. Alors, curieusement, l'énergie sort surtout sur forme cinétique. C'est vrai aussi pour une autre supernovae. On a l'impression qu'elle envoie surtout sa lumière, mais la lumière est quand même moins grande que l'énergie cinétique, et puis aussi les neutrinos qui s'en vont. Mais ça, ce serait à peu près 100 fois l'énergie d'une supernovae ordinaire. Ces supernovae-là sont aujourd'hui tracées et recherchées par un certain nombre de télescopes. Ici, il s'agissait du Palomar Transient Factory avec l'ancien télescope, mais il y en a un qui vient d'arriver en opération, c'est le Zwicky Transient Facility, qui est un télescope robotique qui détecte tous les événements transitoires comme cela, et évidemment le Large Synoptic Telescope, qui a été rebaptisé Vera Rubin, qui va être bientôt en opération dans les années prochaines, va en détecter des millions d'événements transitoires chaque nuit. Donc là, on va être débordé par ce nombre de supernovae. Alors ça, c'est pour le James Webb. Ici, vous avez une petite idée du projet Spica, qui est le projet entre le Japon, JAXA et ESA, un 2,5 m refroidi à 6 degrés, et on aura plusieurs instruments. Ici, Safari, un spectro qui ira jusqu'à 230 microns, le photomètre qui pourra aller jusqu'à 36 microns, et vous voyez que la taille est plus petite que le James Webb, mais le domaine de longueur d'onde est complètement différent. Là, on comble un trou en fait, qui existe à ces longueurs d'onde-là. Et aussi, le champ de vue sera bien plus grand. Le James Webb, ce sera un peu comme le Hubble Space Telescope, un tout petit champ de vue. On ne pourra pas faire de grands surveys. Ici, on pourra, avec un champ qui est relativement grand par rapport à ces longueurs d'onde-là. Il y a aussi un instrument qui regardera le champ magnétique, mais beaucoup plus proche. Donc le SMI pourra regarder des galaxies à z égale 6, donc dans la période de réionisation. Alors ce qu'on peut faire, alors ici vous avez en fonction du redshift le taux de formation d'étoiles. Vous reconnaissez la courbe de Maddow ici, où on a le nombre la densité de formation d'étoiles de l'univers, et on a distingué ici le traceur infrarouge, les points rouges, et le traceur en UV. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une galaxie forme beaucoup d'étoiles, les étoiles en général sont dans les cocons de poussière et très peu d'UV sortent, et finalement tout sort en infrarouge qui est rayonné par le cocon de poussière. Alors ici, on voit qu'il y a de moins en moins de poussière, peut-être ça se rejoint ici, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe là après z égale 4. On manque de données. Donc on aimerait savoir justement combien de poussière il y aura ici, et Spica est un télescope qui va regarder l'émission de la poussière jusqu'à z égale 6 et 7 ici, donc dans la période de réionisation. On pourra aussi, par les raies, puisque Safari, ce sera un instrument qui regardera les raies de plusieurs éléments, savoir par exemple le rapport entre plusieurs raies de l'oxygène plus ou moins excitées. Donc si c'est un AGN, c'est très excité, si ce sont des formations d'étoiles. Donc tout ça va nous permettre de faire la physique des objets et des filaments aussi, puisque des simulations sont faites qui pour correspondre aux prédictions faites avec Spica. Par exemple ici, une simulation de galaxies avec tout l'hydrogène et les réjections de gaz dues au feedback de la formation d'étoiles. Ici, dans le bleu et le noir, vous avez un absorbant qui pourrait être vu devant un quasar et qui pourrait être assez intense pour être une Lyman limit, ou alors un DLA, c'est l'absorption saturée qui correspond à la galaxie. Et ici, vous aurez tous les éléments qui seront détectés par cet instrument. Et enfin, donc une fois que vous avez passé l'infrarouge, vous avez le millimétrique et submillimétrique, donc 0,3 mm à 3 mm. Et on a vu déjà que ALMA a commencé, depuis plusieurs années maintenant, à détecter beaucoup de gaz. Alors les gaz, on a la chance d'avoir la molécule la plus abondante qui est le monoxyde de carbone, CO, qui a toutes les raies de rotation et qui nous permet de regarder tous les redshifts. À chaque fois que vous avez un redshift donné, vous avez une raie qui correspond. Alors par exemple ici, vous avez aussi les raies de C1.
CO7,6 qui vont se retrouver pour Z égale 6 à 2 mm. Vous voyez que vous avez les raies C1 et CO qui sont en même temps. C'est pourquoi cette bande est souvent regardée, mais sinon elles ne sont pas en même temps. Ici, la raie de C+, c'est-à-dire la première, le carbone ionisé une seule fois, donc C2, et c'est une raie qui est un des refroidissements principaux du gaz qui forme des étoiles, et on a ici des détections de C+. Donc peu à peu, ALMA est aussi un instrument qui a un tout petit champ, donc peu à peu on a un grand champ et on arrivera à faire des surveys pour avoir des données statistiques sur la réionisation. On a par exemple progressivement, mais ici c'est encore très préliminaire, la quantité d'hydrogène moléculaire qu'il y a dans l'univers en fonction du temps, jusqu'à Z égale 8, par de champs profonds qui a été fait dans le Hubble Deep Field, et aussi tous les résultats d'ALMA qui ont été compilés. Donc on voit ici, les barres d'erreur sont grandes, mais on va pouvoir avoir une petite idée de la quantité de gaz, et donc le gaz qui forme les étoiles dans les galaxies, en fonction du redshift, avec ALMA. Alors enfin, on va s'intéresser au instrument le plus gros, qui est le Square Kilometre Array, et qui va nous permettre de regarder entre les galaxies. Donc on a vu les galaxies, maintenant c'est l'espace intergalactique, pour savoir à quelle vitesse cet espace-là va être rayonisé. Donc SKA, ici vous avez une vue d'artiste, les antennes ne sont pas toutes là, il y en a quelques-unes. Il y a surtout aujourd'hui les précurseurs à basse fréquence qui vont échantillonner la réionisation, LOFAR, Nénuphar, il y a aussi ERA, MWA qui est en Australie. Et on pense que SKA, en tout cas la première partie de SKA, on va voir que pour des raisons budgétaires, il y a seulement la première partie qui sera construite d'abord, elle va être opérationnelle dans cette décennie. Donc comment l'univers est-il réionisé, l'espace de réionisation, et puis bien sûr SKA ne va pas faire que ça, mais la réionisation est spécifique à SKA parce que l'atome d'hydrogène à 21 cm, il n'y a que SKA qui va le faire. Évidemment, il y aura la formation des structures et aussi l'énergie sombre, qui est quelque chose qui est très intéressant et fait par des satellites comme Euclide, par exemple. Alors, où est-ce qu'on en est dans la construction de SKA ? En 2015, il y a eu un certain redéploiement, un certain réalisme budgétaire, puisque le coût de SKA total a été évalué à 1 milliard d'euros pour le monde entier, puisqu'il n'y a pas deux instruments de ce type, il n'y a pas de compétition, et des pays aussi variés que la Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Europe sont participants. Mais on n'a pas autant de promesses de participation que prévu, donc on s'est dit en 2015 à 2017 de repartir sur de nouvelles bases, redéployer, de faire d'abord une première partie à 650 millions d'euros, et il a été donc décidé de faire d'abord ce qui s'appelle SKA 1, mais avec une... Alors, SKA est un instrument à plusieurs fréquences. Ce n'est pas un seul télescope, ni même un seul interféromètre. Vous avez des fréquences basses, qui sont surtout en Australie, et puis des fréquences moyennes et hautes qui vont être dans l'Afrique du Sud. Et même ça, on va être obligé d'en faire que 50 ou 70% dans le premier temps, vu les budgets qui sont alloués jusqu'à présent. Donc, une autre science faite avec cet instrument un petit peu déscopé. Et vous voyez que les 13 pays qui sont membres actuellement sont en bleu. Donc, c'est quand même assez important. La France est rentrée récemment. Et évidemment, comme il y a la Chine et l'Inde qui sont très peuplés, tous ces pays en bleu clair correspondent à 40% de la population, ce qui est quand même remarquable. Alors, SKA est un instrument nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on n'a pas un petit télescope où tout l'argent est finalement à mettre dans le télescope. SKA est surtout à basse fréquence, est un instrument dont le récepteur, ce seront des dipôles. Il pourrait y avoir 130 000 dipôles et sont tout à fait bon marché. Et ce qui va être le coût de l'instrument, c'est la corrélation entre ces dipôles. Et c'est vraiment une nouvelle technologie, puisque il va falloir même, pour observer, faire une observation, reconstruire le beam, le lobe, où est-ce qu'on observe, et avoir des computers, enfin des supercomputers parallèles qui vont avoir une capacité de calcul
considérable, rien que pour faire des observations, pas seulement pour les analyser. Alors ici, je vous ai représenté un petit peu le principe. Admettons que les petits cercles noirs soient les dipôles, les récepteurs, et vous voulez regarder dans une direction ici où il y a un front d'onde en bleu qui vient d'une source avec une direction θ. Donc vous voyez que arrive le signal de la source, là le front d'onde qui est de l'infini, il arrive plutôt ici que ici et que ici, donc il y a du retard. Et donc il suffit, pour observer dans cette direction-là, le dipôle ne bouge pas, c'est pour ça qu'il est très bon marché. Le dipôle ne bouge pas et théoriquement, vous avez un champ de vue qui est 180 degrés et vous regardez la moitié du ciel. Donc pour savoir dans quelle direction vous regardez, il faut mettre des lignes à retard, en fait, soit analogiques comme autrefois, soit électroniques, en fait, aujourd'hui, donc des corrélateurs qui peuvent vous dire, bon, ben, je reconstruis le lobe de mon télescope dans cette direction-là, avec toutes les lignes à retard qui relient les 130 000 dipôles. Donc vous voyez, c'est une autre façon de regarder le ciel, et l'avantage, c'est que comme les dipôles ne bougent pas, ils peuvent regarder toutes les directions du ciel que vous voulez, et il a été décidé d'avoir 8 instruments, en fait, d'avoir 8 directions données. Vous pouvez regarder un pulsar ici, une galaxie ici, etc. Et vous vous servez des mêmes détecteurs. En fait, c'est uniquement si vous avez assez de crédit pour avoir 8 corrélateurs qui peuvent regarder 8 observations différentes. Donc le champ de vue va être très grand. Ici, on compare un petit peu le champ de vue qu'a ALMA, par exemple, qui est tout petit comme interféromètre, ou le HST, et puis le champ de vue qu'on voudrait, par exemple 1 degré ou même 50 ou 100 degrés. Donc un énorme champ de vue. Donc vous voyez que le SCA est surtout à basse fréquence, est un instrument de survey, on peut regarder tout le ciel et intégrer des milliers d'heures sur cette région du ciel. Donc voici un petit peu ce qui est prévu pour les basses fréquences. Donc il y a 512 réseaux de 256 stations, donc 130 000 dipôles. Ce genre de dipôles, vous les voyez ici, c'est décidé maintenant, le design est fixé. Et ce qu'on voudrait, c'est que toutes ces stations soient surtout distribuées dans un cœur qui fera 1 kilomètre. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va avoir la sensibilité de l'instrument. Et pour les basses fréquences, ce qu'on voudrait avoir, c'est quelque chose de global sur tout le ciel pour avoir la réionisation. Donc on voudrait avoir beaucoup de sensibilité. Et puis on mettrait des stations qui pourraient aller jusqu'à 65 km ou plus loin dans le deuxième temps. Et vous voyez, ces petites stations vont être distribuées en spirale et ne seront utilisées que pour les objets très puissants. Quand vous avez beaucoup de résolution spatiale, lorsqu'on aura des stations très loin, à 65 km, vous aurez beaucoup de résolution. Et pour cela, il faut des sources qui sont très puissantes, comme des noyaux actifs, les radiosources très actives, qui sont observées aujourd'hui en VLBI, les Very Large Baseline Interferometry. Pour la moyenne fréquence, alors la basse fréquence c'était en Australie, ici c'est en Afrique du Sud, c'est dans un télescope qui s'appelle MIRCAT, dans le Karoo, la région du Karoo, dans le sud-Afrique ici, et qui est déjà construit en partie, puisqu'il y a déjà 64 antennes déjà présentes et opérationnelles, qui font de diamètre 13,5. Alors vous en voyez quelques-unes ici. Le secondaire de cette antenne parabolique est décalé. Alors vous allez dire pourquoi est-il décalé ? On a l'habitude de voir des secondaires qui sont exactement au milieu de la parabole, et en fait on s'est aperçu que vous avez des résonances entre secondaire et primaire qui vous font des lignes de base horribles, sinusoïdales, et que si vous décalez, vous êtes décentrez un peu votre secondaire, vous n'avez plus du tout ces effets-là. Donc, ils sont tous maintenant décalés. Et pour l'instant, on a les 64 ont les récepteurs. Dans le futur, il sera prévu d'avoir beaucoup de récepteurs dans chaque foyer. Pour l'instant, il y en a un à chaque fois. Et puis viendront, lorsque SCA sera peu à peu construit, 133 antennes de 15 mètres qui finiront la spirale. Alors, il y aura pas mal de 50% dans le cœur, toujours pour avoir beaucoup de sensibilité, dans 2 km, et puis ensuite, la ligne de base maximum, ce sera 150 km. Alors, il était prévu que lorsque SCA sera complètement fini, avec le milliard d'euros, il pourrait y avoir 3000 km de ligne de base. Donc, on pourra vraiment faire de la interférométrie à très grande base. Alors, pour l'instant, c'est surtout les fréquences moyennes, et puis, dans une deuxième phase, on pense aller aux fréquences un peu plus hautes. L'intérêt de ces fréquences à 24 gigas, c'est de faire le lien avec ALMA. ALMA peut descendre jusqu'à 50 gigas.
Et vous pourrez voir ici des raies de monoxyde de carbone très décalées vers le rouge. Vous pouvez continuer à faire les galaxies à grand redshift, mais avec les raies de gaz moléculaire. Donc ça, c'est aussi très intéressant dans la deuxième phase. Alors là, les sensibilités, la comparaison des sensibilités. Vous avez aujourd'hui, en fonction de la fréquence en gigahertz, ici vous avez 2 mm de longueur d'onde, c'est ALMA. Ici, vous avez l'interféromètre américain qui est dans le Nouveau-Mexique, qui a été mis à jour, donc qui est un peu plus sensible. Ici, le upgrade aussi de l'interféromètre métrique indien. Et puis l'OFAR, qui est ici. Et vous voyez que la première partie de ce cas, elle a beau être télescopée et réduite en budget, sera quand même 10 fois plus sensible que tout ce qui est présent aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, lorsqu'on aura plus de crédit, ce sera encore un facteur 10. Donc on gagne quand même énormément en sensibilité. On gagne aussi encore plus en rapidité de faire une grande cartographie, puisque les champs de vue sont beaucoup plus grands que ceux-là. Donc quand on regarde les vitesses de survey d'une grande quantité de ciel, on voit qu'on saute beaucoup plus qu'un facteur 10. Il y a un facteur 100. Ici aussi, un facteur 100, parce que le champ est beaucoup plus grand. Même MIRCAT a des champs de 1 degré, alors que normalement, on a plutôt des 12-20 minutes dans les instruments existants. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de faire un survey du ciel avec ces instruments, même les précurseurs. Et puis, les résolutions spatiales, évidemment, là, c'est un petit peu plus difficile, puisque plus on va à basse fréquence, et moins le lobe est précis. Évidemment, en millimétrique, vous avez la relation linéaire ici. C'est lambda sur D, bien sûr. Et ce que vous voyez, c'est que SK2 sera quand même bien meilleur. Ici, les petites résolutions, c'est les petits angles, donc c'est bien meilleur d'être en dessous. Donc, vous aurez quelque chose qui sera quand même bien meilleur que ce qu'on fait actuellement. Alors, avec SK, on fera aussi autre chose que la réalisation. Donc, je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est la nature de la matière noire. On fera des oscillations baryoniques acoustiques en regardant les objets en H1 21 cm, les galaxies, que ce soit les galaxies individuelles et aussi les cartes d'intensité. Et ici, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, par exemple, pour la nature de l'énergie noire. Ça, c'est les questions qu'on se pose actuellement. Vous savez que l'énergie noire a été découverte par la supernovae. Aujourd'hui, on a un échantillon, une compilation de l'échantillon très précis avec 1000 supernovae qui vous donne une relation entre ce fameux paramètre W, qui est le rapport entre la pression et la densité de cette énergie noire, et qui, lorsque W égale moins 1, ça correspond exactement à une constante cosmologique. Aujourd'hui, on voit que toutes les coïncidences ici nous donnent que la densité de matière de l'univers, c'est 30%. On sait que c'est 30%, 70% de l'énergie noire, et que le W égale moins 1. Et même si ça variait en fonction du redshift ou bien de la taille de l'univers, qui est en 1 sur 1 plus Z ici, le fameux WA, en fait, il est compatible avec 0, c'est-à-dire qu'on essaie de voir s'il s'agit d'une constante cosmologique ou bien une quintessence ou quelque chose de dynamique qui varie. Et on n'a pas assez de précision aujourd'hui pour le savoir. Pour l'instant, tout est compatible avec une constante cosmologique. Donc, c'est ça l'état actuel. Ici, W égale moins 1, W égale 0. Ici, on voit les contraintes données par Planck et par les BAO. Donc les BAO, c'est ça qu'on va faire avec SKA, de même qu'avec d'autres instruments comme le LSST et puis Euclide. Et on voit qu'il y a quand même quelques petites tensions, ce n'est pas complètement égal, et surtout une des tensions les principales qui a fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, c'est la valeur de H0. Alors H0, c'est une quantité qui quantifie l'expansion de l'univers. Et on a deux mesures. On a une mesure aujourd'hui avec les indicateurs de distance qui sont les céphéides, les supernovae, etc., qui est relativement très précise, observationnelle, qui ne dépend pas de modèle, qui nous donne une valeur avec une barre d'erreur. Et puis celle qui est donnée par l'observation de Planck et qui dépend du modèle, si on suppose le modèle standard, à ce moment-là, et qui est plutôt une valeur qui est relevante au début de l'univers, pendant la recombinaison. Et cette valeur-là n'est pas du tout cohérente avec ce que donne la valeur à z égale 0. Donc là, il y a une différence très intéressante. En fait, les gens s'excitent un petit peu, puisque si vous n'aviez pas cette différence, eh bien simplement, ça veut dire que le modèle standard est complètement validé et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Donc finalement, on est
quand même assez heureux de voir qu'il y a des différences. Et la différence commence à être importante puisqu'elle est à 4,4 sigma. Donc, dès qu'on est au-dessus de 3 sigma, la probabilité que ce soit une barre d'erreur ou un pic de bruit n'est pas quand même assez faible. Donc ici, vous voyez que d'avoir des oscillations baryoniques acoustiques avec le ska va nous donner quelque chose de très intéressant. Ici, je mentionne quelques-uns des nombreux articles qui ont proposé des solutions pour essayer de résoudre ce problème de H0 qui est ici. Alors, une des solutions, mais enfin une solution très provisoire, mais qui ne résout pas finalement le problème, serait de dire que l'univers ne serait pas plat, la courbure ne serait pas nulle, et qu'on aurait un univers à courbure légèrement positive, donc fermé. Ça soulève d'autres problèmes ailleurs. Et puis, on voit bien ici que la taille de la région de l'horizon sonore, en quelque sorte, et ce qui est gelé en fait dans la matière, donc c'est pour ça qu'on regarde les galaxies, on voit que toutes les BAO sont en dessous de ce qui est prévu ici par Planck, l'horizon sonore à cette période-là. Donc, de regarder les BAO avec SKA sera très intéressant. Ici, on voit qu'on a déjà obtenu pas mal de précision avec les quasars qui sont dans le Sloan, 147 000 quasars, en rouge et en bleu. Et dans la dernière, il s'agit de tout le BAO, en incluant les forêts Lyman alpha. On l'a déjà mentionné que les forêts Lyman alpha avaient déjà détecté, même à une dimension, les structures. Et en faisant les corrélations, on a pu voir en effet l'oscillation qui correspond à l'horizon sonore de rentrer en expansion. Et cette mesure-là joue un grand rôle avec les quasars pour essayer de préciser les barres d'erreur. Donc voici ce que va faire par exemple SKA1, donc la première étape, pas le SKA2 qui pourra en faire beaucoup mieux. Donc dans ces oscillations baryoniques acoustiques, on voit qu'on a plusieurs surveys qui sont prévus, c'est-à-dire un survey très peu profond, mais prenant presque tout le ciel visible de SKA, c'est-à-dire le ciel de l'hémisphère sud. Ça fera 4 millions de galaxies. Et puis un grand champ, ou alors un survey de champ profond, moins de galaxies, mais allons beaucoup plus à plus grand redshift ici. Et ce qui est compétitif, en fait, c'est plutôt avec ce degré de SK1, non pas les galaxies une par une, mais surtout les cartes d'intensité, c'est-à-dire faire une carte globale sans détecter les galaxies une par une. Alors le gros avantage, c'est qu'on a un très très grand volume, une très grande surface. Par contre, il faut soustraire les avant-plans, et c'est ça, on va voir, qui est un gros problème. Donc ici, on sera quand même compétitif avec ce que va faire Euclide sur 15 000 degrés carrés. Et c'est complémentaire, en fait, ce n'est pas refaire quelque chose, puisque Euclide regardera les galaxies optiques, qui sont surtout dans les amas et dans les groupes, donc dans le creux des filaments. Par contre, le SKA, lui, va faire des galaxies avec l'hydrogène à 21 cm, donc quelque chose qui n'est pas dans les amas et pas dans les groupes, donc quelque chose de complémentaire. Donc c'est un traceur qui permet de confirmer ce que va voir Euclide. Alors voici un petit peu ce qui a été prévu dans cet redéploiement en 2015. Vous voyez ici les galaxies une par une. Alors on ne sera pas compétitif du tout avec SKA, mais pour l'intensité mapping, c'était à la carte d'intensité globale. Alors là, par rapport à Euclide qui est en noir ici, vous voyez qu'on va pouvoir réduire le bruit même un peu plus. Donc ce sera tout à fait compatible compétitif avec Euclide. Et quand on regarde les volumes couverts, alors là, il n'y a pas de problème. L'intensité mapping, c'est-à-dire la carte d'intensité globale de SK1 sera énorme par rapport à champ couvert avec Euclide. Avec les surveys actuels, les surveys actuels, c'est BOSS avec le Sloan, et puis DESI, etc. Et le SKA avec SKA2 total, avec les galaxies une par une, sera aussi plus grande que Euclide. Donc il y a un avenir dans cette carte de H1, des galaxies H1. Alors on compare ici les galaxies une par une et puis les cartes d'intensité. Et on voit qu'en effet, au début, lorsqu'on aura SK1 seulement, on a beaucoup plus de bruit que le SK2 et la carte d'intensité va gagner sur les galaxies une par une.
mais enfin, il vaudrait peut-être mieux ces galaxies une par une, car le gros problème, c'est les avant-plans. Et là, on suspecte qu'il y aura énormément de problèmes à soustraire les avant-plans. Alors aujourd'hui, il y a déjà des premiers résultats avec les antennes uniques. Ici, c'est le Green Bank Telescope, un grand télescope de 100 mètres de diamètre. Et on voit que le signal que l'on cherche, là, ces fameuses oscillations baryoniques ici, elles sont dans ces échelles. Ici, vous avez les petites échelles et les grandes échelles dans le nombre d'ondes K. Un interféromètre a beaucoup de résolution, donc traite très bien les petites échelles. Par contre, il est limité pour les grandes échelles où le simple télescope unique d'un parabole de 100 mètres fait beaucoup mieux. Donc ici, vous avez à combiner les deux pour arriver justement à faire ces oscillations baryoniques. Ici, on vous montre les avant-plans par rapport au signal qu'on espère détecter. Et vous voyez qu'on a 3 ordres de grandeur au moins et que la principale difficulté pour ces cartes d'intensité, c'est les avant-plans. Alors ici, on a une projection de ce qui est possible à faire avec une antenne unique qui est BINGO, 40 mètres, avec ces oscillations-là. MIRCAT, qui est l'instrument qui est déjà là, qui n'a pas encore commencé à observer des milliers d'heures, SK1 et puis Euclide. Donc c'est tout à fait compatible ici en oscillation BAO. Alors enfin, je vais finir avec ce qui est déjà fait aujourd'hui pour la réalisation, donc l'OFAR. L'OFAR, comme vous savez, c'est 2 séries d'interféromètres, un avec la haute fréquence, haute bande et puis low bande ici, donc haute fréquence et basse fréquence. Ce qui sépare les deux, c'est la bande FM, il y a énormément de perturbations entre 80 et 110, donc on observe des deux côtés. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Lorsque c'est à haute fréquence, vous avez des tuiles et puis des dipôles pour les basses fréquences. C'est ce qu'on a dit, c'est des objets qui ne bougent pas. C'est pour ça que c'est tout à fait, c'est pas cher du tout d'avoir le télescope. Ce qui est cher, c'est les corrélateurs et les liaisons entre elles. Et puis, ici au centre des Pays-Bas, vous avez le cœur principal et vous avez des tas de stations, par exemple à Nancy en France, en Angleterre et dans toute l'Europe. Alors pour l'instant, pour la réalisation, ils ont déjà observé 1400 heures dans le pôle nord céleste, qui a l'avantage que finalement, lorsque la Terre tourne, vous ne bougez pas, et qui n'a pas beaucoup d'avant-plan. Enfin, normalement, c'est un minimum d'avant-plan. Et on voit quand même que vous avez dans le lobe primaire de cette antenne, il y a un assez grand champ, vous avez 28 000 sources déjà individuelles qui sont détectées. Donc il faut les calibrer. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps. L'observation a commencé en 2011, 2012, et on est en 2020 et on n'a toujours rien détecté. On n'a que des limites supérieures. Alors pourquoi ? C'est qu'il est très très difficile de calibrer. Alors on a vu que les avant-plans c'était 1000 fois plus que le signal. Et donc, il ne suffit pas de calibrer comme on fait d'habitude avec 10% près, il faut calibrer à 1 millième ou 1 10 millième. Et c'est ça le difficile. Donc, il faut calibrer dans des directions différentes. La réponse de l'instrument dépend de la direction et dépend aussi du temps. Ça bouge, donc il faut le calibrer toutes les 20 minutes dans des directions différentes. Et quand on fait ça, voici ce qu'on a. On a à peu près le lobe primaire. Alors ici, vous avez la tâche des riz, le minimum, etc. Et ce qu'on va utiliser, c'est le carré de 4 degrés ici, qui est à peu près plat dans le lobe primaire. Et malgré ce, on a enlevé 28 000 sources et on a encore des avant-plans, mais cette fois-ci qui sont confus et qu'on va essayer de supprimer sans les individualiser en quelque sorte. Donc c'est ça qui est très très difficile. Et actuellement, seulement, alors en 2017, il n'y avait que 0,5% des 1400 heures qui avaient été réduits et compris, calibrés. Et aujourd'hui, en 2019 et même 2020, il n'y a que 5% de ce qui a été observé. Et lorsque tout sera détecté, peut-être on arrivera à trouver, alors voici ce qu'on attend, si on arrive à enlever tous les avant-plans, on pourra détecter le signal attendu ici. Lorsqu'on aura SKA, on pourra encore mieux, et SKA à 1000 heures, ici, on pourra encore mieux. Donc SKA va certainement le faire, mais il faudra quand même, et c'est pour ça que l'OFAR est très intéressant, on comprend beaucoup mieux tous les problèmes de calibration et d'avant-plan. Et peut-être, comme il est très difficile d'avoir ces corrélations, peut-être avec de faire des spectres de puissance, il pourra être possible de le corréler avec les galaxies Lyman alpha, parce que ça c'est mieux connu. Alors ici vous avez des simulations en 3D de cette fonction
de corrélation entre l'Iman alpha et le signal 21 cm. Alors il est parfois décorrélé, négatif. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'on a une galaxie, ça ionise et tout le H1 est parti, donc on a une décorrélation. Ici, une décorrélation, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voici ce qui est prévu lorsqu'on observera à 2 dimensions les observations avec SKA. On a une fonction de corrélation qui devrait être très possible. Alors ici, c'est quand même en supposant qu'on a corrélé avec toutes les galaxies qu'on connaît avec le JWST, etc. Lorsqu'on prend que les Lyman émetteurs ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit. Donc ce n'est pas aussi facile en fait. Peut-être qu'avec WFIRST aussi ou JWST, on aura beaucoup mieux, mais pour l'instant, on aura encore pas mal de bruit avec SKA. Ça, c'est des travaux qui ont été faits récemment. Et finalement, j'en termine avec Nénuphar, qui a fait sa première lumière l'an dernier. Il a été inauguré en octobre dernier. Donc, vous voyez les dipôles là, qui sont comme ceci, annoncés. Et vous en avez 96 stations de 19, c'est-à-dire que vous avez 1824 de ces dipôles. Donc, à ces fréquences-là, c'est les basses fréquences. En dessous de la bande FM, vous avez la plus grande surface qu'il soit, plus grand que l'OFAR en fait. Et donc, depuis juillet, il y a à peu près 330 heures d'observer. Vous voyez un petit peu les galaxies d'avant-plan détectées. Et puis, en 2020, donc on va observer 1000 heures. Donc, on espère, une fois, alors là, rien n'a été soustrait, donc c'est les avant-plans. Une fois que ça aura été soustrait, on voudrait soit infirmer, soit confirmer la détection qu'a prétendu avoir fait Edge. Donc, j'en termine ici. Donc, le résumé, c'est que dans la prochaine décennie, on va avoir beaucoup d'instruments, optiques, infrarouges, qui vont nous détecter les galaxies qui ont fait la réalisation de l'univers. Et puis, en parallèle, on va pouvoir détecter l'espace intergalactique et savoir à quelle vitesse l'atome, H1 à 21 cm, va disparaître pour donner la place à un espace intergalactique complètement rayonisé, donc avec LOFAR, Nénuphar et puis SKA à la fin. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas encore. Donc, dans la deuxième partie, vous avez Karim Benabed, qui est un des spécialistes de Planck, qui va vous donner un peu ce qu'on peut déduire de la réionisation avec Planck.